Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Télé Djibouti dans ce journal de 22 heures. Voici les titres de l'actualité. Un atelier de 3 jours axé sur le concept de l'école rurale intégrée s'est ouvert ce matin au Palais du Peuple. L'Afrique donc est attrayante pour les investissements. C'est le principal enseignement du rapport 2018 du World Investment Report publié le 12 juin dernier par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Mais avant de développer ces nouvelles, ce message de condoléances du président de la République au Premier ministre éthiopien. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a adressé un message de condoléances au Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed Ali suite au décès survenu aujourd'hui de son père. Dans son message, le président Guelleh a exprimé sa compassion et soutien au Premier ministre éthiopien dans cette épreuve douloureuse. Je vous prie d'étendre mes condoléances attristées à l'ensemble des membres de votre famille, entourage et amis, a écrit le président Guelleh. Le peuple et le gouvernement de mon pays se joignent également à moi pour manifester leur sympathie aux grands amis de Djibouti que vous êtes, a-t-il poursuivi. Je forme le vœu que vous surmontiez rapidement la peine humaine et familiale que constitue le décès de votre père, a enfin déclaré le chef de l'État djiboutien avant de réitérer sa sympathie et amitié au Premier ministre Abiy Ahmed Ali. Âgé de 105 ans, le père du Premier ministre éthiopien est décédé aujourd'hui en Éthiopie à Djima, sa région natale. C'était dans les titres un atelier de 3 jours axé sur le concept de l'école rurale intégrée s'est ouvert ce matin. C'était au Palais du Peuple. Organisé par le ministère de l'Éducation nationale et placé sous le haut patronage du Premier ministre, ces assises de réflexion sur un nouveau concept intitulé l'école au cœur du développement rural mobilisera donc 3 jours durant les experts nationaux multisectoriels autour d'une approche innovatrice visant à définir l'école de demain. Outre le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, qui présidait la cérémonie, et le ministre de l'Éducation, Moustapha Mohamed, organisateur de l'événement, d'autres personnalités de haut rang ont également pris part à cette séance, marquant donc le coup d'envoi des travaux laborieux autour de la question éducative. Le ministre de la décentralisation, Hamadou Mohamed Alamis, ainsi que la représentante de l'UNICEF à Djibouti, Diane Abouma Ondé, étaient également présents à cette cérémonie. Tous deux sont intervenus brièvement sur l'intérêt primordial que revêt cette démarche, qui constitue à créer autour de l'école une vie communautaire épanouissante. Nous devons de saisir et d'appuyer dans la réalisation des droits de l'enfant de manière holistique. Car cette initiative renforcera l'accès à des services sociaux de base et par conséquent contribuera à la réalisation des droits de l'enfant, à la santé, l'alimentation, l'éducation, l'eau, l'hygiène et l'assainissement, la protection sociale et à un acte de naissance. Écoutons un extrait de l'intervention du secrétaire d'État à la décentralisation, M. Hamadou Mohamed Alamis. Il y a de cela 4 mois, mon collègue et moi, accompagnés de la représentante de l'UNICEF, nous avons sillonné les régions d'intérieur du nord au sud dans le cadre de cette réflexion sur l'école rurale intégrée. Nous avons pu alors constater de visu les réalités auxquelles sont confrontés nos concitoyens dans les régions reculées. Ces réalités, vous vous en doutez, sont diverses et variées. D'un village à l'autre, d'un campement à l'autre, les situations ne sont pas homogènes et les besoins ne sont pas uniformes. En effet, la ruralité, c'est des fois des zones enclavées, des fois des zones peu peuplées, des fois des zones avec des problèmes d'eau. Le gouvernement, fidèle à l'objectif fixé par le président de la République de l'éducation pour tous, a déployé beaucoup d'efforts sur plusieurs années. Ces efforts, si on juge par les statistiques, ont été couronnés de succès au milieu rural, notamment en ce qui concerne la scolarisation de filles. Des structures comme les cantines scolaires ou encore les dortoirs ont rendu possible ces succès. C'est pourquoi, dans le cadre de cette réflexion, il nous faut tout d'abord renforcer ces structures d'accueil pour les enfants. Mais il nous faut aussi aller au-delà, car il ne faut pas que l'école rurale enferme les enfants dans ces structures
et les coupes de réalité. Le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed Mahmoud, a pour sa part mis en avant les atouts majeurs de cette nouvelle initiative qui allant dans le sens d'une plus grande équité à l'égard de tous les enfants de Djibouti, quel que soit leur lieu de résidence. Il est indéniable que promouvoir une éducation de qualité dans la ruralité, c'est agir concrètement à préparer les enfants et les jeunes de ces milieux à pouvoir jouer un rôle actif et responsable dans la vie sociale, économique et politique de leur communauté, mais également de leur région et leur pays. Dans cette optique, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, la tenue de cet atelier et votre présence aujourd'hui traduisent d'une part la priorité accordée à l'éducation rurale par le président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh. D'autre part, c'est l'expression et la détermination du ministère de l'Éducation nationale à traduire dans les faits la volonté du chef de l'État afin que le concept de l'école rurale intégrée serve d'un véritable vecteur de changement et contribue significativement à l'amélioration des conditions de vie des communautés rurales. C'est pourquoi notre attente demeure immense pour voir cet atelier aboutir à des résultats probants. À cet égard, il est important de souligner que tout l'enjeu de l'école rurale intégrée est de faire en sorte que les populations rurales puissent bénéficier d'une éducation de qualité au même titre que les populations urbaines. À cette fin, il est hautement important que les politiques et stratégies dirigées en matière d'éducation des populations rurales puissent intégrer leurs besoins dans toute leur diversité afin que l'école soit motrice d'un développement local intégré. Prenons la parole à son tour. Le Premier ministre Abdelkader Kamil s'est réjoui du lancement de ces assises. Cet atelier de réflexion est suivi, a-t-il dit, avec grande attention par le gouvernement, tout en précisant que ce processus répond à la volonté du chef de l'État de rendre plus efficace l'action gouvernementale. Le Premier ministre. L'atelier de réflexion sur l'école rurale intégrée est suivi avec une grande attention par l'ensemble du gouvernement. Il répond en effet à la volonté du président de la République de rendre plus efficace l'action gouvernementale en renforçant la coordination entre tous les départements ministériels concernés par un projet. Les objectifs de l'atelier pourront valablement être atteints grâce à la participation multisectorielle qui est engagée dès aujourd'hui et qui sera renforcée par le gouvernement. De plus, le concept de l'école rurale intégrée, qui place l'école au centre d'un village, va permettre de donner à toute la population de ce village les services nécessaires à la vie d'une localité, même dans les lieux les plus éloignés des centres de développement. C'est un grand pas vers l'égalité de tous les Djiboutiens qui sera de ce fait accompli dans les endroits les plus reculés du pays. En outre, certains pôles de développement secondaire pourront être créés. Je voudrais par là dire que depuis les années 60, nous parlons de cette école rurale, mais il n'a jamais été mis en place d'une manière efficace. Pour la simple raison, parce qu'il manquait quelque chose, il manquait toujours un point d'eau, où la population est en transhumance et ainsi de suite. En réalité, par les artistes déjà djiboutiens de l'époque, ils ont commencé à sensibiliser la population nomade à rester sur place et aller à l'école et ensuite de ne plus courir derrière des pluies qui passent d'une localité à une autre, même d'un pays à un autre. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, avec tous les enseignants, tous les enseignements du passé, nous sommes dans une phase de développement, disons, on peut dire, qui arrive vraiment à grands pas. Puisque nous avons la première condition de fixer une population, c'est de créer d'abord un point d'eau, évaluer
Si ce besoin d'eau est assez suffisant, nous devons créer une école, un poste de santé et, disons, un jardin potager pour que les enfants apprennent aussi à cultiver après l'école. Donc ceci, c'est ce qu'on appelle un pôle de développement dans la zone. Et c'est la raison pour laquelle le président de la République avait mis déjà l'accent là-dessus depuis déjà une dizaine d'années pour demander à tous les membres du gouvernement de s'atteler à ce qu'une école rurale intégrée cette fois-ci, pas une école rurale simple, mais une école rurale intégrée qui prend en compte tout, c'est-à-dire le poste de santé, l'école, le périmètre irrigué et ainsi de suite. Tout ensemble, comme ça au moins la population ne sera plus en transhumance et pourra rester sur place. Dans le reste de l'actualité, la conférence des présidents de l'Assemblée nationale s'est tenue aujourd'hui sous la présidence du président de l'Assemblée nationale dans les locaux du Parlement en vue de fixer l'ordre du jour et la date de la prochaine séance plénière. Lors de cette conférence, le gouvernement était représenté par le Premier ministre Abdelkader Kamil et le ministre de la Défense et des Relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed. On également prépare à cette réunion les deux vice-présidents de la représentation nationale, les présidents des commissions permanentes et des groupes parlementaires. La conférence des présidents s'est penchée en premier lieu sur la transmission à la commission des finances du projet de loi à l'ordre du jour, à savoir le projet relatif à l'exercice de la profession d'expert comptable et au fonctionnement de l'ordre des experts comptables de Djibouti. Pour terminer, la conférence a discuté de la date de la prochaine séance publique qui se tiendra le dimanche 30 juin prochain à 10h et sera associée avec des questions au gouvernement. Et cette audience ce matin au tribunal de première instance de Djibouti sur l'affaire des fuites présumées des sujets du baccalauréat, le procureur de la République, M. Eid Ahmed Ibrahim, a fait ce matin une déclaration à la presse pour clarifier certaines zones d'ombre sur cette affaire qui a fait couler beaucoup d'encre, et notamment sur les réseaux sociaux. Nous l'écoutons. Le ministère de l'Éducation nationale a été amené à déposer une plainte pénale, car ont été constatés des faits assez graves. Ces faits sont de nature pénale et de nature délictuelle, plus ou moins. Et elles concernent l'épreuve du baccalauréat session 2019. Il s'agit principalement de trois affaires. Trois affaires qui ont cours actuellement devant la Chambre correctionnelle des flagrants délits. Ces trois affaires sont distinctes, mais la confusion a été créée pour mettre en porte-à-faux le ministère de l'Éducation nationale et pour essayer de trouver un exutoire, une porte de sortie à des enseignants qui sont poursuivis. Donc, la première affaire concerne, donc, je vous ai dit, 7 personnes qui sont poursuivies pour faux et usage de faux. Parmi ces 7 personnes, il faut noter la présence d'un adulte et de surcroît un militaire de carrière. Ce militaire passait en candidat libre les épreuves du baccalauréat. Il s'est fait remplacer par un étudiant de l'université de Djibouti pour passer en lieu et place les épreuves du baccalauréat. Malheureusement pour cet étudiant, il a été surpris au moment du passage de l'examen par un ancien enseignant. Au moment où il a été surpris par cet enseignant, ce dernier, au lieu d'en rester là, a proféré des menaces de mort à l'adresse de l'enseignant. De ce fait, il est poursuivi au même titre que les autres, non seulement pour port illégal de l'uniforme pour lequel il n'a pas le droit, menace de mort, et pour faux et usage de faux. Toutes ces personnes ont été présentées au niveau du parquet et elles ont toutes reconnu les faits qui leur sont reprochés. Deuxième affaire importante, elle concerne la poursuite pénale à l'encontre d'une enseignante et pour les faits de diffamation. Cette enseignante a écrit et diffusé à travers les réseaux sociaux et à travers son pseudonyme, Boulo Harin, des écrits qui ont tendance à diffamer le ministère de l'Éducation nationale. Cette personne, fonctionnaire de l'État, est tenue par un devoir de réserve et une obligation de discrétion. Ces écrits n'ont fait qu'envenimer et accentuer la polémique qui a lieu sur une prétendue diffusion des épreuves du baccalauréat, alors qu'il n'en est rien. Poursuivant sa déclaration, le procureur de la République est revenu sur le cas des enseignants en cause dans cette affaire. Écoutons le procureur de la République.
Troisième point important, et le plus délicat, et je m'en excuse, malheureusement je suis obligé d'en parler, même si j'aurais souhaité ne pas aujourd'hui m'exprimer à ce sujet. Mais les faits sont d'une telle gravité que je me dois d'intervenir. Il s'agit d'un nombre d'enseignants au nombre de 6 enseignants de l'éducation nationale. 3 d'entre eux sont poursuivis pour corruption passive. C'est-à-dire qu'ils ont, de par leur position, incité des élèves qui passaient les épreuves du baccalauréat, mais là où c'est le plus abject, et je m'excuse pour le terme que j'emploie, abject, ils ont négocié des faveurs sexuelles en échange de la divulgation des épreuves du baccalauréat. Il n'en est rien concernant la diffusion des épreuves du baccalauréat. Aucun de ces enseignants n'a eu accès aux épreuves qui sont tenues secrètes. Ils ont fait croire à ces jeunes élèves qu'ils allaient leur diffuser, leur donner les résultats du baccalauréat, l'examen, pardon, les épreuves du baccalauréat, en échange de faveurs sexuelles. La police nationale a pu mettre en exergue leurs responsabilités. Ces 3 individus particulièrement ont reconnu leurs faits devant les enquêteurs de la police nationale. Ils ont été présentés au parquet. Arrivés au parquet, ils ont contesté les faits. Aujourd'hui, ils sont traduits devant le tribunal. Nous disposons d'éléments probants et sérieux qui mettent en cause clairement leurs responsabilités. Le tribunal, en ce moment même où je m'exprime, écoute les auditions qui ont été enregistrées concernant ces 3 personnes. Au cours de ces auditions, elles reconnaissent avoir bénéficié de faveurs sexuelles d'élèves passant les épreuves du baccalauréat, en échange de sujets. Dans ces auditions, ils reconnaissent avoir diffusé, transmis à travers l'application qu'on appelle WhatsApp, les sujets, entre guillemets, du bac. Et nous avons d'autres éléments assez importants, les échanges de photographies entre ces élèves victimes d'abus par ces enseignants pour les épreuves du baccalauréat. Donc, le tribunal sera en mesure de prononcer les peines les plus sévères qu'il puisse y avoir. Il s'agit de corruption passive en échange de faveurs sexuelles. Le code pénal prévoit un emprisonnement de 10 années. 3 autres enseignants, pour eux, ont touché, en échange de l'attribution de ces sujets d'examen, des sommes d'argent numéraires. Ces sommes d'argent numéraires vont de 40 000 à 120 000 francs, Djibouti. Un parmi ces enseignants sort du lot. Non seulement il a perçu des sommes d'argent numéraires, a proposé, en échange d'une somme d'argent moitié perçue, une faveur sexuelle à une enfant, et une élève du baccalauréat. Nous avons fait en sorte que le tribunal soit en mesure de prononcer les peines les plus sévères qui soient à leur encontre. Voilà la teneur de mon propos aujourd'hui, et également pour mettre un terme, je l'espère, à cette diffusion éhontée sur les réseaux sociaux de personnes qui sèment le trouble non seulement sur les enfants, les élèves et la jeunesse qui sont facilement influençables et qui essayent de innocenter des enseignants qui se sont rendus coupables de faits d'une extrême gravité. Également dans l'actualité, dans le cadre de sa tournée d'inspection, le ministre de l'Intérieur, Momin Ahmed Cher, s'est rendu au bureau de l'état civil, la population. Le ministre Momin Ahmed Cher et la délégation qui l'accompagnait ont reçu un accueil chaleureux du directeur général du bureau de l'état civil, Ahmed Omar Jama, accompagné de ses proches collaborateurs. Le ministre a reçu des explications détaillées, des explications sur les fonctionnements, les fonctions donc du bureau de l'état civil. Le ministre et sa délégation ont visité les différents établissements d'état civil qui travaillent pour les citoyens. L'officier d'état civil est chargé de différentes fonctions dans le cadre de sa mission principale de tenue des registres d'état civil de la République. Le service d'état civil assure également le dressé des actes de naissance, de reconnaissance et de décès. Ce service permet aussi de réaliser toutes les démarches administratives courantes, donc carte nationale d'identité, etc.
Et par la suite, le ministre de l'Intérieur s'est rendu également à la direction de la protection civile. Le directeur de la protection civile, le colonel Mohamed Moussa Mohamoud, a reçu et l'ensemble donc du personnel en réserve un accueil chaleureux au nouveau ministre du tutelle, en compagnie de plusieurs de ses proches collaborateurs. Le ministre de l'Intérieur et le directeur de la protection civile ont eu un bref entretien. Le colonel Mohamed Moussa a informé le ministre des différentes fonctions de la protection civile pour assurer le premier secours et l'extinction des incendies. La protection civile est constituée d'un corps de sapeurs-pompiers mis en place sous l'autorité directe du ministère de l'Intérieur. La direction de la protection civile est une institution de défense civile compétente sur l'ensemble du territoire national, joue également un rôle important dans notre pays. Elle contribue à la gestion d'événements qui peuvent arriver à tout moment, comme les catastrophes ou les situations d'urgence. La protection civile assume en outre de nombreuses tâches afin de protéger la population et ses bases d'existence. Elle prend en charge des personnes en quête de protection, assure la disponibilité de l'infrastructure nécessaire et des systèmes d'alarme et protège les biens culturels. En outre, la protection civile soutient les organes de conduite et les organisations partenaires de la protection de la population, en particulier la police, les sapeurs-pompiers et la santé publique. Le monde du divertissement connaît une fois de plus un nouveau souffle. C'est dans ce cadre que le ministre des Biens Warf, Hassan Moumin Bareh, a inauguré ce matin le nouveau cinéma dans l'enceinte de Bawadji Mall. Le cinéma qui a quitté la scène de divertissement djiboutien revient avec un concept tout à fait séduisant et innovateur. Le ministre de la Culture et des Biens Warf, Moumin Hassan Bareh, a coupé le ruban avec le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed, la ministre des Affaires sociales à ses côtés et les hauts responsables du mall pour marquer ce moment mémorable. 6 différentes salles donc avec un cadre épuré et doté des nouvelles technologies. De l'autre, ce sont des confortables fauteuils de couleur rouge enveloppant de plus bel effet qui ont été choisis, avec là encore une pointe d'originalité à destination des amoureux ou de ceux qui ambitionnent de devenir. Ensemble, un comble du raffinement et du confort moderne, un cinéma de proximité pour les fans du grand écran. Outre les ministres qui ont assisté à cette inauguration, plusieurs hauts cadres de l'administration et des férus du cinéma ont assisté à cette inauguration. Dans le reste de l'actualité, un atelier de lancement de la stratégie nationale d'immigration du travail s'est tenu ce matin au Sheraton Hotel, placé sous le patronage du ministre du Travail. Cet atelier de mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi qui s'inscrit aux orientations de développement de Djibouti, notamment la stratégie de croissance accélérée et pour la promotion de l'emploi, ainsi que la vision 2035 de l'Agence nationale de l'emploi, de la formation et de l'insertion professionnelle, prévoit d'étendre la dimension géographique de l'employabilité de la main-d'œuvre de Djibouti et ce en partenariat avec l'OIM. Ainsi, les moyens spécifiques prévus sont l'amélioration du dispositif institutionnel, le développement des capacités de valorisation du capital humain, et ce tout en instaurant un arsenal juridique permettant à nos nationaux de jouir de leurs droits. Les enfants, de l'emploi, c'est là où se pose le problème. Et moi j'interviens parce que ces enfants, s'ils ne sont pas employés, s'ils ne trouvent pas de travail, je les retrouve sur la voie publique et sur le plan sécuritaire, ça me crée des problèmes. C'est la raison pour laquelle, effectivement, j'accepte avec plaisir de prendre part à ces activités de manière à je ne dirais pas faire beaucoup, être trop utile, mais apporter ma pierre si mon effort pourrait contribuer à trouver de l'emploi à nos enfants.
Et le ministre du Travail, dans son mot, fait le point sur l'amélioration des conditions de la migration, tout en remerciant l'OIM pour le soutien indéfectible. Écoutons le ministre. Le gouvernement de la République de Djibouti, sous la houlette de son Excellence, Monsieur le Président de la République de Djibouti, Monsieur Ismaïla Omar Guelleh, a initié, avec l'appui de l'Organisation internationale de la migration, l'OIM, un processus d'élaboration d'une stratégie sur la migration de travail. Cette stratégie, qui est en cohérence parfaite avec la politique du développement du pays, a été intégrée dans la politique nationale de l'emploi qui regroupe l'ensemble des programmes identifiés pour trouver des solutions idoines à la problématique de l'emploi à Djibouti. Du point de vue juridique, réglementaire, normatif, le pays a pris des engagements et souscrit aux recommandations des grandes conférences sur le droit humain, notamment le Pacte mondial des Nations Unies pour la migration de Marrakech. Djibouti, très certainement, a fait des progrès sur la voie d'intégration et de résilience à l'endroit des migrants du travail. Et figure parmi les grands concepts figure parmi les grands sujets d'actualité. La mondialisation s'est construite autour de la libre circulation des capitaux et des marchandises. Les êtres humains qui constituent une somme d'énergie, de compétences et de savoir-faire doivent pourvoir et vivre et travailler dans le pays de leur choix. Nous devons agir en commun pour construire un projet sur la migration qui érige le droit à la mobilité de l'individu au rang des grands principes universels. Dans le reste de l'actualité, le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubacar Al-Hadi, a reçu hier une délégation japonaise. Celle-ci, en visite à Djibouti depuis quelques jours, était composée d'importantes personnalités telles que l'ambassadeur du Japon à Djibouti, l'ambassadeur de Djibouti au Japon, des hommes d'affaires japonais qui ont été accueillis chaleureusement par le président de cette entité et ses collaborateurs après les salutations d'usage. Les hautes personnalités, donc la délégation japonaise, a été conduite à la salle de réunion de l'autorité des ports et des zones franches. La séance de travail regroupée autour d'une table ronde des visiteurs éthiopiens, le président de l'autorité des ports et des zones franches, entouré des responsables donc djiboutiens. Les liens de partenariat entre Djibouti et le Japon dans les secteurs de la logistique et des transports, le ferroviaire, l'aéroportuaire et routier, ont été évoqués lors de cette réunion. Le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubacar Al-Hadi, a réaffirmé la volonté de Djibouti à développer davantage ces secteurs afin de permettre plus de connectivité commerciale entre les deux pays. Les deux parties ont saisi l'occasion pour réitérer leur volonté de continuer à travailler ensemble afin de renforcer davantage ces relations de partenariat. La réunion s'est achevée par des cadeaux offerts par le président de l'autorité des ports et des zones franches à chacun des honorables hôtes et une prise de photos de famille. Dans le cadre de la coopération bilatérale entre Djibouti et le Japon et au terme des travaux en tant que volontaire d'aide technique, assistance et formation au profit des animateurs des centres de développement communautaire, l'honorable M. Endo Hiroyuki a présenté le bilan de ses activités formatrices 2018-2019 sur plusieurs volets dans plusieurs CDC de la capitale depuis sa désignation par l'AGK, l'Agence japonaise de coopération internationale. Une projection des différentes activités comme l'initiation à la langue nippone, à l'anglais, le culturel, la culture, le sport, la collaboration et le partage s'est déroulé au CDC du quartier 3. En plus des cours des langues étrangères et des activités sportives et culturelles, les connaissances du civisme et la formation des animateurs sur des notions innovantes et futuristes figurent parmi les principales thématiques visant à renforcer les capacités de ces plateformes d'interaction sociale. L'événement s'est déroulé en présence des responsables de la GK à Djibouti et un atelier c'était autre nouvelle du pays, un atelier de formation sur l'amélioration de la qualité de l'hygiène et de la sécurité en cuisine. C'est ouvert hier au centre de Sunny Hill de la ville d'Arta. Durant ce séminaire de 5 jours, quelques 40 jeunes issus du milieu de la restauration et de l'hôtellerie des différentes régions et de la capitale vont ainsi apprendre à mieux maîtriser les connaissances de base d'hygiène et de la sécurité en matière de la cuisine. Objectif, renforcer les capacités de nos hôtels et restaurants afin que dans
dans un avenir proche, le pays puisse attirer un nombre de touristes. Cette formation est animée par David Bozek, un chef cuisinier, que je propose de l'écouter. À travers tout, une femme, un homme doivent se servir. Il y a des règles élémentaires de vie qui nous permettent d'abord de pouvoir entrer au sein de ces professions artisanales. La directrice générale par intérim de l'Office national de tourisme de Djibouti, Mme Idil Mohamed Mahmoud, a adressé un vif remerciement aux participants de la cérémonie et a exhorté les jeunes bénéficiaires de cette formation d'être ponctuels et assidus. Nous l'écoutons. Cette formation de 5 jours s'inscrit dans le cadre du projet de catégorie 2 au développement et à la promotion du tourisme en République de Djibouti. En effet, je ne peux également rester sans vous rappeler que cette formation vise surtout à l'amélioration de la qualité des services touristiques, en renforçant notamment le professionnalisme du secteur public-privé, tant au niveau managérial, allant des capacités en normes de qualité d'hygiène et de sécurité alimentaire en cuisine, mais aussi des bonnes pratiques de l'hygiène. Mesdames et messieurs, chers participants et participantes, sur ce, je ne peux conclure mon intervention qu'en vous adressant mes sincères encouragements pour que vous restiez assidus tout au long de la formation, d'être à l'heure aussi à votre arrivée, et surtout vous savoir mieux renforcer pour votre travail en termes de standards de qualité requis dans votre métier. Nous restons toujours à Arta où l'équipe championne Arta Solar de la Coupe de Djibouti s'est rendue dans la région. Un accueil chaleureux a été réservé pour l'équipe championne par les hauts responsables de la ville, dont notamment le préfet Abdelhaïd Al-Rakié, ainsi que du président du conseil régional et le chef de service de la Fédération de football régional au centre touristique de Sunny Hill. Une foule donc des habitants de la région ont accueilli, vous les voyez à l'image, donc l'équipe vainqueur, donc l'équipe gagnante de la Coupe de Djibouti. Et une soirée est organisée pour l'équipe Arta Solar, vainqueur de la Coupe de Djibouti. Le préfet de la région a félicité l'équipe Arta Solar et l'ensemble des équipes techniques pour cette belle victoire rendue à la région d'Arta. Dans le reste de l'actualité, les gendarmes de la brigade de PK12 Nord ont reçu des renseignements recoupés faisant état de la soustraction frauduleuse des ferrailles dans un site de construction au PK13. Quelques heures plus tard, un camion de type Sinotruck, donc chargé de 2000 kg de ferrailles de construction, a été intercepté à la sortie du site. Les occupants du camion au nombre de 4 personnes ont été interpellés et placés en garde à vue. Ces derniers ne sont autres que les agents de la sécurité de cette société. L'ensemble de la marchandise, soit au total de 2 tonnes de ferraille, ainsi que le camion ayant servi à leur transport, ont été saisis par les enquêteurs. Les personnes impliquées donc dans cette affaire ont été déférées devant la justice pour répondre de leurs actes. Page nécrologie à présent, Hussein Mohamed Hassan, le monde de la musique perd son icône, le monde donc de la musique djiboutienne est en deuil. Hussein Mohamed Hassan est mort hier dans la matinée à Djibouti-Ville. Le feu défunt a été un collaborateur externe de la chaîne 2 à la radio comme animateur d'une émission intitulée d'hier et d'aujourd'hui. Feu Hussein Mohamed Hassan demeure à jamais une icône incontournable de la musique djiboutienne. On le surnommait Hussein Harmonica. Il est un percussionniste, saxophoniste et harmoniste. Il jouait de la flûte. Il avait fondé son propre Freeman Band qui était associé avec le groupe de Blue Nomad, puis Al-Hutaba. Il avait participé à plusieurs fois au Festtown avec notre célèbre artiste Aïdarus. Il laisse derrière lui une veuve et 8 enfants. La direction et l'ensemble du personnel de la RTD adressent leurs sincères condoléances à la famille et aux proches du défunt. Autre message de condoléances, avec tristesse que nous avons appris de ses survenus à feu Amina Aynan Geldon, âgée de 90 ans. La défunte laisse derrière elle 5 enfants et 50 petits-enfants.
Elle était la mère de notre collègue Ahmed Douali Walsameh. La direction et l'ensemble du personnel de la RTD adressent également leurs sincères condoléances. Autre décès qui nous est parvenu, il s'agit de celui de l'ancien président égyptien Mohamed Morsi, l'ancien président égyptien issu des frères musulmans. Mohamed Morsi est mort ce lundi après une audition au tribunal au Caire. L'ancien président en détention depuis 2013 a parlé aujourd'hui devant un tribunal avant de s'effondrer puis d'être emmené à l'hôpital où il est décédé. Dans l'actualité également, l'Afrique est attrayante pour les investissements. C'est le principal enseignement du rapport 2018 du World Investment Report, publié le 12 juin par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Contrairement à la tendance, à la baisse observée à l'échelle mondiale de moins 13%, les investissements directs étrangers ont progressé de 11% en Afrique l'année dernière pour s'établir à 46 milliards de dollars. Les 5 plus grands bénéficiaires des IDE en Afrique en 2018 sont respectivement l'Égypte avec 6,8 millions de dollars, l'Afrique du Sud 5,3 millions de dollars, la République démocratique du Congo 4,3 millions de dollars, le Maroc 3,6 millions de dollars, l'Éthiopie 3,3 millions de dollars. Le continent a réussi à engranger 32 milliards de dollars d'investissement direct à l'étranger, soit une hausse de 13% comparativement à 2017. Le Maroc et l'Égypte tirent vers le haut. L'Afrique du Nord, cette région, a capté 14 milliards de dollars d'investissement en 2018, ce qui représente une hausse de 7%. Et une partie de l'Europe frappée par des violents orages. La grêle n'est tombée qu'un quart d'heure sur le nord de la Drôme. Mais l'épisode a été d'une telle violence que 80% des récoltes sont perdues, selon le ministre français de l'Agriculture. Résultat, l'état de catastrophe naturelle et de calamité agricole va être déclaré en France, comme dans d'autres pays d'Europe. Les orages samedi ont été particulièrement dévastateurs. La tempête a balayé la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les grêlons ont brisé des vitres de voitures d'habitation, des volets comme à Romans-sur-Isère. En Haute-Savoie, une touriste allemande est morte écrasée par la chute d'un arbre sur son camping. 10 personnes ont été légèrement blessées. Et c'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.